Alors vous vous souvenez que j'ai conclu le cours précédent en présentant ce qu'on appelle l'école d'Alexandrie. Et j'ai essayé de montrer, de présenter cette école d'Alexandrie moins comme une institution parfaitement centralisée, organisée, que comme un conglomérat de disparates de cours dispensés par divers enseignants, dont le statut n'était pas nécessairement identique. Alors il nous faut justement aujourd'hui nous intéresser au statut de ces enseignants. Statut dont on a suspecté qu'il devait être public et que l'on doit replacer plus généralement dans le problème des rapports entre collectivité et enseignement. Alors l'enseignement public n'a jamais existé tel que nous en faisons l'expérience aujourd'hui. Cela ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas être aidé par l'État ou par certaines collectivités. Alors, à l'exception de mesures ponctuelles qui manifestaient l'évergétisme ou la liberalitas des souverains, il faut attendre l'Empire pour que l'État s'engage dans une politique scolaire. Alors, le terme est à utiliser avec beaucoup de précaution, car cette politique scolaire n'en restera pas moins très limitée dans son action et dans ses conséquences. Elle se manifeste d'un côté par les exemptions fiscales accordées aux professeurs, surtout à partir de Vespasien, ou de faveurs ad nominem, et de l'autre par la création de rares chaires rémunérées, ce qui, d'ailleurs, n'exonérait pas les parents des émoluments versés aux professeurs. Il n'y a pas d'enseignement gratuit, ça n'existe pas. Alors, il s'agit là d'une aide des plus restreintes, limitée pour ce qui est des chaires aux grandes cités, aux grandes mégapoles, Rome, Alexandrie, Constantinople. Évidemment, elle ne pouvait en aucun cas satisfaire la demande. Alors, s'il y eut ce que l'on peut appeler une politique d'aide à l'enseignement, ce ne fut véritablement qu'au niveau local, grâce aux mesures mises en œuvre par les cités d'ailleurs qui étaient plus intéressées par le prestige qu'elles pouvaient en tirer que mues par un quelconque désir de soulager les familles dont les enfants étaient les bénéficiaires, voire d'exercer un contrôle sur l'enseignement. Les cités pouvaient en effet accorder des immunités, et encore étaient-elles strictement limitées par l'État à la suite d'une loi d'Antonin le Pieux, que vous avez à l'écran. De même, il y a un nombre défini de grammairiens, sophistes, rhéteurs et médecins qui, dans chaque cité, peuvent bénéficier de la dispense de leur munera et selon certaines conditions qui s'ajoutent dans la loi, comme il ressort d'un rescrit d'Antonin le Pieux adressé à la province d'Asie, mais qui s'applique également au monde entier et dont le contenu est le suivant. Les petites cités ont droit à 5 médecins, 3 sophistes et autant de grammairiens dispensés des muniras, donc des services publics. Les plus grandes ont droit à 7 personnes qui pratiquent l'art de guérir, donc les médecins, et à 4 pour ceux qui enseignent dans chacun des 2 niveaux. Les exonérations ne pourront pas dépasser ce nombre, même dans les cités les plus importantes. Donc vous voyez, pas plus de 5 grammaticoi et 5 rhéteurs pour une métropole et un peu plus de la moitié pour une petite cité. Donc les cités pouvaient aussi appointer des professeurs et surtout mettre à la disposition des locaux d'enseignement, ce qu'on appelle les scolae publicae, les écoles publiques. Si l'État, et j'ai eu l'occasion de le dire au premier cours, légifère sur la nécessité de recruter des enseignants qualifiés et d'une moralité, vous vous souvenez, irréprochable, c'est au Conseil des cités de prendre la responsabilité de s'occuper du recrutement de leurs quelques professeurs publics, et dans le respect du cadre prescrit par l'État. On le voit, tout cela ne représente qu'une part très réduite du corps enseignant à l'œuvre dans les cités. Les chaires étatiques, ce qu'on appelle les basilikoi tronoi, et les chaires municipales, les politikoi tronoi, se restreignent à quelques grandes cités. Alors comment Alexandrie s'intègre-t-elle dans le schéma que je viens d'esquisser ?
Alors malheureusement, nous n'avons aucun texte législatif concernant la création de chaires d'État à Alexandrie. Alors devons-nous chercher un parallèle dans une autre des grandes capitales de l'Empire? Il se trouve justement qu'une autre constitution nous éclaire sur la création d'un centre d'études, celui dont Théodose II a souhaité pourvoir Constantinople en 425, donc une cinquantaine d'années avant qu'Aurapollon fréquente Alexandrie. C'est ce qu'on a appelé, et là encore de façon contestable, l'université d'État ou l'université impériale de Constantinople. Et là, je reprends des expressions qui sont utilisées par Paul Lemaire dans le premier humanisme byzantin, et que Théodose a tout simplement appelé l'auditorium du Capitole. Alors l'empereur fixe les disciplines et le nombre de professeurs qui les enseigneront. Voici le texte. C'est pourquoi notre auditorium, en latin c'est le mot auditorium qui est utilisé dans le texte, c'est pourquoi notre auditorium comptera en particulier 3 orateurs, oratores, 10 grammairiens, d'abord parmi les professeurs qui se distinguent par leur science de l'art oratoire romain. Parmi les professeurs reconnus pour leur éloquence en grec, il y aura 5 sophistes, et là le terme qui est utilisé est sophistae, c'est-à-dire le mot grec, langue grecque oblige évidemment, et 10 grammairiens. Comme nous voulons que notre glorieuse jeunesse ne soit pas seulement instruite dans ces arts, nous associons aux professeurs précités des autorités plus savantes et plus érudites. Nous voulons donc qu'aux autres professeurs soit associé un professeur qui étudie les arcanes de la philosophie, 2 professeurs qui exposent les formules du droit et des lois. C'est pourquoi votre sublimité, et là, l'empereur s'adresse au préfet de la ville, qu'il appelle son titre technique votre sublimité, qui doit mettre cette loi en application, c'est pourquoi votre sublimité veillera à ce qu'à chacun de ces professeurs soit assigné un lieu précis afin que les étudiants et les professeurs ne se gênent pas mutuellement et que la confusion des langues et des mots ne détourne pas l'oreille ou l'esprit d'un seul de l'étude des lettres. Alors, vous voyez, la fin de ce texte témoigne de la part de l'empereur du désir de mettre de l'ordre dans un milieu turbulent et bigarré, avec vous voyez, une allusion à la très babélienne confusion des langues que semble reproduire le mélange des nationalités qui prévaut dans la foule cosmopolite des étudiants. Théodose non seulement crée des postes, mais il assigne à chacun des titulaires un lieu d'enseignement. Cette loi, d'ailleurs, est précédée par un préambule qui cherche à mettre fin à la confusion des genres qui prévalait dans le milieu enseignant. Je vous en donne une traduction. Nous ordonnons que renoncent à une vulgaire ostentation tous ceux qui, usurpant le nom de professeurs, magistères, ont l'habitude de faire circuler dans les écoles et salles publiques leurs étudiants ramassés de partout. Si donc l'un de ces maîtres, après l'émission de cette divine sanction impériale, tentait encore de faire ce que nous interdisons et condamnons, il subirait non seulement la marque d'infamie qu'il mérite, mais qu'il sache qu'il serait aussi expulsé de la cité même où il se trouverait en toute illégalité. Quant à ceux qui ont l'habitude de donner leur enseignement en privé au domicile de nombreuses personnes, s'ils préfèrent consacrer leur temps aux seuls élèves qu'ils instruisent entre des murs privés, nous ne les menaçons pas d'une semblable interdiction. Si en outre, il se trouve un professeur parmi ceux que l'on voit établis dans l'auditorium du Capitole, qui sache qu'il lui est interdit de quelque manière que ce soit d'enseigner dans des maisons privées. Il doit également savoir que s'il est appréhendé en train de faire quelque chose de contraire aux décisions impériales, il n'obtiendra absolument aucun bénéfice des privilèges qui sont conférés à juste titre aux personnes qui ont reçu l'ordre de n'enseigner qu'au Capitole. Alors, voyez, l'empereur, ici, réitérant la différence entre enseignant titulaire d'une chaire d'État et enseignant privé, demande à ce que les seconds ne jouent pas sur
les deux tableaux en profitant des locaux mis à disposition par l'État. Alors, cette loi peut-elle nous aider à mieux comprendre la situation qui prévalait à Alexandrie du point de vue de la prise en charge par l'État de l'enseignement qu'on y dispensait? On notera que Théodose institue une double filière, en latin et en grec. Ce n'est pas là une particularité de Constantinople. Constantinople, la capitale de l'Empire, qui évidemment devait former de bons latinistes pour ses centres administratifs importants. Alexandrie aussi offrait des cours dans les deux langues, comme nous l'apprend Zacharie le scolastique, racontant que Sévère et ses deux frères avaient été envoyés par leur mère à Alexandrie, je le cite, pour étudier la grammaire et la rhétorique, tant grecque que latine. Marinos ou Marinus, dans sa vie de Proclus, nous dit que Proclus vient à Alexandrie pour suivre aussi des cours dans les écoles latines. Et il utilise le terme romaikon, didascalion. De même, Urbanus, qui fit ses études à Alexandrie, est au moment où Zacharie écrit sa vie de Sévère, professeur de grammaire latine à Constantinople, indice de l'importance de l'enseignement qui était dispensé dans le domaine des lettres latines à Alexandrie. Alors, du point de vue des disciplines, l'empereur Théodose s'en tient aux matières les plus en vue, constituant le cursus de base, c'est-à-dire les grammaticoi, les sophistes, moitié moins nombreux que les maîtres de grammaire, car s'adressant évidemment à un nombre d'étudiants plus restreints, auxquels il ajoute deux disciplines qu'il semble présenter dans sa loi comme une innovation. La philosophie et le droit. Alors il s'agit là de deux disciplines enseignées justement à Alexandrie, même si évidemment le droit pâtit de la réputation de l'école juridique de Beyrouth, qui était l'école la plus prestigieuse dans le domaine des études juridiques. Je reviendrai plus tard sur les disciplines enseignées à Alexandrie, qui me suffisent maintenant de dire que celles pour lesquelles Théodose crée des chaires sont toutes bien représentées à Alexandrie, mais qu'elles n'épuisent pas l'ensemble des disciplines qui firent la réputation de l'enseignement alexandrin, notamment la médecine. Médecine qui, d'ailleurs, a pu faire l'objet d'un encadrement étatique ailleurs qu'à l'auditorium du Capitole, à Constantinople. Le nombre des chaires créées à Constantinople, si on additionne ce que nous dit l'empereur, on arrive au chiffre de 31, pourrait malgré tout correspondre à celui dont bénéficie Alexandrie si l'on en juge non seulement par les sources littéraires, mais celles-ci n'offrent, il est vrai, pas un décompte exact, et les impressions qu'on peut en tirer sont assez éparses, ou les informations sont assez impressionnistes, mais surtout par la vingtaine de salles dégagées par les archéologues sur le site de Comeldic, sur lesquelles je vais revenir dans quelques minutes, et qui donnent à penser qu'à la fin du 5e et au 6e siècle, plus de 500 étudiants les fréquentaient. Aussi peut-on se demander si Alexandrie a bénéficié d'une aide de l'État comparable à celle dont bénéficiait Constantinople, donc à partir de 425. C'est probable, même si nous n'avons pas de source aussi précise que la loi de Théodose, à l'exception de quelques indications, d'ailleurs très discutées au sujet de la philosophe Hypatie et du iatrosophiste Gésios. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, la cité elle-même a-t-elle apporté sa contribution? Très vraisemblablement, au moins à travers la mise à disposition des locaux, mais là encore, nos sources écrites sont muettes. Toujours est-il que la situation de ces salles dans le centre civique de la cité d'Alexandrie et leur nombre ne peuvent cependant s'expliquer autrement que comme le résultat d'une initiative municipale destinée à offrir à des professeurs très certainement, pour la plupart titulaires de chaires publiques, un écrin qui soit digne de leur réputation et de l'image que la cité souhaitait donner d'elle-même au monde estudiantin
méditerranéen. Mais il est aussi très possible, et à mon avis vraisemblable, qu'Alexandrie, à l'époque d'Horapollon, connaissait la situation en vigueur à Constantinople avant 425, en vertu de laquelle les enseignants titulaires d'une chaire officielle côtoyaient dans les bâtiments publics des enseignants privés qui n'hésitaient pas à y faire venir leurs étudiants. La loi de Théodose montre la frontière assez floue qui existait entre privé et public dans le domaine de l'enseignement et les dérives, les débordements même que cela pouvait occasionner et que rappelle l'empereur. Alors un passage de Zacharie, toujours lui, dans la vie de Sévère, au sujet d'Horapollon, vient opportunément nous confirmer cette frontière floue entre public et privé. Je vous cite le passage. « Les élèves d'Horapollon tombèrent sur Paralios dans l'école même où ils étudiaient. Ils avaient attendu le moment où Horapollon s'était éloigné. C'était le 6e jour de la semaine, que l'on appelle vendredi, pendant lequel tous les autres professeurs, pour ainsi dire, avaient l'habitude d'enseigner et d'expliquer chez eux. » Alors ce texte semble montrer que les enseignants qui avaient la possibilité de faire leurs cours dans des salles probablement publiques, les mouséias, vous vous souvenez de la plainte d'Horapollon, assumaient au moins le vendredi leurs cours chez eux, leurs cours chez eux, ce qui montre la frontière ténue qu'il pouvait y avoir entre public et privé. Alors, il est vrai que le texte de Zacharie, comme les autres sources disponibles à son sujet, ne nous disent rien sur le statut d'Horapollon. Était-il professeur titulaire d'une chaire publique ou pas? La plainte où il se vante d'avoir fréquenté les mouséias pourrait inciter à y voir le titulaire d'une chaire étatique ou municipale. Ce que semble confirmer son prédicat honorifique. Souvenez-vous, dans la pétition, il est dit « lamprotatos clarissime ». Je rappelle que le clarissima est la dernière des classes de l'ordre sénatorial. Et il est pourvu aussi dans cette même pétition du gentilis Flavius, qui est théoriquement octroyé aux serviteurs de l'État. Mais la constitution de Théodose montre que les enseignants non titulaires s'arrogeaient aussi le droit de faire cours dans les mêmes locaux que ceux que l'État ou la cité mettait à la disposition de ses professeurs titulaires. Bref, il est difficile de déterminer le statut des professeurs que nous connaissons d'après les sources littéraires. En tout cas, il y a une chose sur laquelle nous sommes très précisément renseignés. C'est sur les infrastructures de cet enseignement supérieur. Alors, nous avons vu que l'archéologie n'avait révélé qu'une seule école dans la Kora égyptienne. Souvenez-vous, l'école d'Ameida. Alexandrie, qui est si mal lotie quand il s'agit de papyrus, pour une fois, a la chance d'être excellemment servie par l'archéologie. Les fouilles polonaises de Komeldika, au cœur d'Alexandrie, vous voyez ici un plan d'Alexandrie antique avec son réseau de rues perpendiculaires, vous voyez où se situe Komeldika, eh bien, on y a fait des fouilles depuis 1960. Voilà le site. Voilà une vue, une photo que j'ai pu prendre en 2005. Vous voyez qu'il y a encore des gens qui travaillaient. Eh bien, les fouilles menées sur ce site ont mis au jour plus d'une vingtaine de salles de cours. D'ailleurs, vous les devinez, je vous en montrerai d'autres, vous les devinez ici. Voilà. Elles sont... Alors, voici juste deux articles publiés par Pachérek, qui est l'archéologue en chef qui a fouillé ce site dans les années 2000, même avant. Alors, ces salles de cours qui ont été exhumées lors de ces fouilles sont depuis lors désignées dans la littérature scientifique sous le nom d'auditoria. Alors, terminologie qui peut prêter à confusion du fait de la polysémie du mot latin et de l'emploi contemporain
du mot dans le sens d'école. Je vous renvoie à une thèse assez récente sur les auditoria dans le monde gréco-romain, où la terminologie de ce terme ambigu est étudiée. Alors ces auditoria datent de la fin du Ve siècle ou de la première moitié du VIe et sont englobés dans l'ensemble plus vaste, dans un ensemble plus vaste avec un odéon ou un théâtre, des bains qui sont ici, voilà, qui constituait le centre civique de l'Alexandrie antique tardive. Alors ce quartier était autrefois occupé par de très belles villas privées, dont il en reste ici un bout. Je vous montre des photos que j'ai pu prendre sur le site. Vous voyez, des villas décorées de la fin du IIIe siècle, décorées de magnifiques mosaïques. Mais justement, ce site a radicalement changé à la suite de la destruction brutale de ces habitations à la fin du IIIe siècle, époque connue pour ses rébellions et insurrections. Et il a fait place au IVe siècle à un secteur de bâtiments publics avec notamment un grand complexe thermal impérial datant de la seconde moitié du IVe siècle. À l'ouest fut construit un portique, un grand portique le long duquel se trouve donc l'ensemble de ces auditoria, ensemble coupés en deux par une rue menant au bain et flanqué au sud donc par un théâtre ou odéon bâti à la même époque. Alors, il est possible que l'enfilade des auditoria le long du portique, aussi bien au sud qu'au nord, se continuait plus loin, mais pour l'instant, c'est sous les habitations, donc on n'en sait pas plus. Alors, ces auditoria, comment se présentent-ils ? Eh bien, ce sont... alors, je vous montre d'abord les plans de ces deux séries, la série nord et la série sud de ces auditoria. Ce sont des salles, soit rectangulaires, comme celle-ci, soit en fer à cheval, dont 3 des côtés sont munis de 2 ou 3 rangées de gradins, parfois même 4 sur celle-ci, qui pouvaient contenir de 20 à 30 personnes. Alors, à l'exception d'une seule salle qui, elle, n'a plus petite, qui n'a qu'une seule rangée de gradins. Alors, pour le plan arrondi que vous voyez ici, on peut citer le témoignage du philosophe Élias, à moins qu'il ne s'agisse de David, selon certains spécialistes, d'autant plus intéressant qu'il a probablement suivi les cours enseignés dans ces mêmes salles au VIe siècle. Après avoir parlé de la forme arrondie des théâtres, il ajoute que les salles de cours, diatribae, les salles de cours, sont aussi de plan arrondi afin que les étudiants puissent se voir les uns les autres et puissent aussi voir le professeur. Alors, au milieu du petit côté, eh bien, se trouve une partie surélevée où siégeait le professeur. Alors, dans une de ces salles, celle qu'on appelle la salle K, eh bien, on a même retrouvé un dispositif plus complexe avec des marches flanquées de 2 rampes conduisant à la chaire du professeur, le fameux tronos, ou latin cathédra, qui a donné notre français chaire. C'est un des attributs, peut-être même l'attribut le plus caractéristique des enseignants, qu'on a rencontré, vous vous en souvenez, dans les mosaïques de Kimbros. Un texte de Libanios insiste bien sur la forme imposante du tronos et la position supérieure qu'il donne au professeur, et cela dans un modèle de cri dont le thème est « La racine de l'enseignement est amère, mais les fruits en sont doux ».
Alors là encore, nous avons affaire à un témoin privilégié, puisque Libanios, vous le savez, a enseigné toute sa vie. Alors je vous cite le texte. Représentez-vous ceci. Le professeur est installé sur un siège élevé, comme celui des juges. Il apparaît terrifiant. Il fronce les sourcils avec colère et ne donne aucun signe de retour au calme. Alors, les lignes qui suivent montrent bien que la position dominante du professeur sur son chronos ne fait que traduire sa domination morale et psychologique. L'élève doit avancer avec crainte et tremblement pour donner avec art une démonstration qu'il a composée et apprise par cœur. Si son exercice est mauvais, ce sont mécontentements, insultes, coups et menaces pour l'avenir. S'il apparaît que tout a été fait à la perfection et qu'il n'encourt aucune critique, eh bien, la seule chose qu'il gagne est l'absence de mauvais traitements et l'ordre de ne pas faire pire la prochaine fois. Et puis encore, ceux qui ont fait tout ce qu'il fallait se voient réserver un sort pénible. Dès qu'on a jugé que vous avez parlé de façon irréprochable, vous devez vous soumettre à un fardeau plus lourd, car on vous juge apte à subir rapidement des exercices plus difficiles. Donc vous imaginez le professeur surplombant, l'élève tremblant devant lui. Un siècle plus tard, Zacharie décrit une leçon du philosophe Ammonios en faisant encore allusion au siège élevé depuis lequel parlent ses étudiants, comme les interprètes des oracles. J'aime beaucoup cette comparaison. Eh bien, Ammonios nous explique et nous fait comprendre la sagesse d'Aristote et les principes de ce qui existe pompeusement assis à la manière d'un sophiste sur un siège élevé. En upselo tini bemati sophistikos mala kai sobaros katemenos. On notera que Zacharie emploie le terme béma, qui désigne à la fois la marche mais aussi la tribune, d'où la métaphore chez Libanios du maître comme un juge au tribunal. Et ça désigne aussi un siège en hauteur. Son texte dissimule d'ailleurs un clin d'œil au sophiste Thémistus, qui commençait ainsi un de ses discours où il décrit avec ironie un soi-disant philosophe acclamé par la foule et déclamant du haut de sa chair. Alors, cette fois-ci, il n'est pas question de béma, mais de tronos. Il ne vous semble sûrement pas singulier et étrange qu'un homme que l'on juge digne d'être appelé philosophe ait été vu hier, réunissant un auditoire. Il ne vous semble pas étrange qu'on le voit aujourd'hui pompeusement assis à la manière d'un sophiste sur une chaire élevée, dans l'intention de susciter chez vous, par ce qu'il dit, les cris d'approbation et les applaudissements dont les merveilleux sophistes jouissent souvent de votre part. Vous voyez, un sophistikos, kai, sobaros, sophistikoi, kai, sobaros encore utilisé. C'est d'ailleurs, et j'en terminerai là, on pourrait citer beaucoup d'autres textes, mais je me limite ici à des textes de milieu alexandrin, c'est d'ailleurs sur son tronos que se trouve la philosophe Hypatie, dont je reparlerai, dont les chrétiens la délogent pour la lyncher, selon le récit qu'en a fait Jean de Nicchioux dans sa chronique. Ayant découvert l'endroit où elle se trouvait, les fidèles, en y arrivant, la trouvèrent assise en chair. Ils l'en firent descendre et la traînèrent à la grande église nommée Césaria. Puis, l'ayant dépouillée de ses vêtements, ils la firent sortir, la traînèrent dans les rues de la ville jusqu'à ce qu'elle mourût et la portèrent en un lieu appelé Kinaron, où ils brûlèrent son corps. Alors, vous voyez, le tronos est plus qu'une réalité. L'insistance avec laquelle les auteurs l'associent aux enseignants montre qu'il est devenu le symbole du magistère professoral. Alors, les salles de Comedica nous réservent une autre surprise. On a découvert, dans un certain nombre d'entre elles, sur le grand axe face au tronos, on y a découvert un bloc qui est remplacé une fois par un chapiteau de marbre dans la salle J,
et une autre fois par une base de colonnes, dans la salle T. Alors, ce bloc servait-il de podium à l'étudiant quand il déclamait en tremblant sa composition devant le professeur, comme pourrait nous inciter à le penser ce bas-relief d'Ostie de la fin du deuxième, montrant, selon l'interprétation que certains ont voulu en faire, un personnage en train de déclamer, entouré d'élèves qui prennent des notes. Mais, outre que la petitesse des blocs aurait rendu la position de l'étudiant déjà tremblant, bien inconfortable, celui trouvé dans la salle W comporte dans sa partie supérieure un trou dans lequel devait être fiché quelque chose. Aussi, les archéologues polonais pensent-ils à juste titre qu'on a plutôt affaire à des supports à lutrin. Le lutrin qui se dit analogeion ou anagnostérion en grec. C'est sur ces lutrins en bois, semblables, hormis la base, à celui qui est représenté sur ce manuscrit qui est contemporain de nos textes, le fameux Virgile du Vatican. Et bien, c'est sur ces lutrins en bois que l'élève posait la composition qu'il s'apprêtait à lire ou le texte qu'il allait commenter une fois qu'il s'était avancé devant le professeur, comme nous le montre le texte de Libanios que je viens de vous lire. L'enseignement dont le commentaire de texte, ce qu'on appelle les praxeis, forme désormais la partie centrale, quelles que soient les disciplines, nécessitait évidemment ce type de dispositif. On avait besoin de poser au moins le texte que l'on commentait de façon à être un peu plus libre. Alors, outre ce bloc, on a fait d'autres découvertes dans ces auditoria. Dans 5 d'entre eux, on a retrouvé des bassins. Alors, vous voyez un ici et un là. Alors, étaient-ils destinés à faire des ablutions ? Leur taille orienterait, selon certains, vers une autre hypothèse. Ils auraient pu faire office de réceptacle du sang et des restes des animaux étudiés en classe de médecine. Alors, cela permettrait de rendre compte de la place centrale de la médecine dans l'enseignement alexandrin, sur laquelle je reviendrai, mais cela n'est qu'une hypothèse qui a d'ailleurs été contestée par certains collègues. Alors, ces salles étaient conçues, je l'ai dit, pour environ 20 à 30 personnes. Pour les réunions les plus importantes, nécessitant plus de place, notamment les fameuses déclamations publiques, les epidexeis, délivrés par des professeurs invités ou par des alexandrins à l'occasion de visites importantes de collègues étrangers ou d'officiels, on avait recours au théâtre voisin, théâtre ou odéon, on utilise les deux terminologies, dont la contenance permettait de faire asseoir, comme vous le voyez, un plus large public. Alors, l'ensemble archéologique de Komeldika est tout à fait exceptionnel et illustre parfaitement ce que nous disent les textes sur les conditions de l'enseignement universitaire dans l'Alexandrie tardive. Pour reprendre la conclusion de son inventeur, ou un de ses inventeurs, Machérek, en tenant compte de l'ampleur de notre complexe, dit-il, et de son emplacement dans l'espace urbain, on a vu un emplacement central, nous sommes en droit de supposer qu'il s'agissait d'un établissement municipal qui assurait en principe l'éducation dans tous les domaines fondamentaux de l'ancienne paideia, c'est-à-dire la rhétorique, la philosophie et surtout la médecine. Nous aurions donc là la partie officielle de l'enseignement universitaire dispensé à Alexandrie, qui, étant donné la capacité des salles, devait être fréquentée, je l'ai déjà dit, par environ 500 à 600 personnes. Alors ce complexe est assez tardif. Dans son dernier état, il est de la fin du 5e et de la première moitié du 6e, autrement dit, après la période documentée par nos deux sources les plus précieuses sur la vie universitaire de l'Antiquité tardive, c'est-à-dire Damasus et surtout Zacharie, le scolastique.
Il résulte d'une expansion du complexe précédent qui a conduit à accroître la partie des auditoria et à reconstruire les termes et le théâtre en lui donnant justement une fonction non plus simplement politique, mais aussi, vu sa place à côté des auditoria, dévolue à l'enseignement. Alors, on peut se poser la question des raisons de cette expansion. Serait-elle l'indice d'un succès sans cesse grandissant de l'enseignement à Alexandrie auquel la cité a essayé de s'adapter? Ou bien faut-il y voir la conséquence de la fermeture de l'Académie d'Athènes, la grande rivale d'Alexandrie, en 529 par Justinien? Ou bien serait-elle due à l'esprit de l'enseignement alexandrin dont les tenants cherchèrent à intégrer la dimension chrétienne, comme nous le verrons plus tard? Il est intéressant de noter que les archéologues ont trouvé des traces prouvant que ces auditoria étaient en activité jusqu'au 7e siècle, et peut-être même jusqu'à la fin du 7e siècle. C'est-à-dire au-delà de la conquête arabo-musulmane de 641-642. Et il se trouve justement que les sources littéraires nous ont livré les noms et parfois les œuvres de maîtres qui enseignèrent à Alexandrie encore au 7e siècle, comme le philosophe David, élève d'Olympiodore le Jeune, et identifié plus tard par la tradition arménienne à David l'Invincible, le médecin et peut-être aussi sophiste Jean d'Alexandrie. S'il n'était pas sophiste, alors on aurait un autre sophiste Jean de la même époque, et puis surtout le médecin Paul d'Égine. Alors, quel type d'enseignement abritaient les murs de Noumouzeia? Quelles étaient les disciplines dans lesquelles l'Alexandrie de l'Antiquité tardive a su se distinguer? Et plus généralement, quels étaient les traits saillants de sa vie intellectuelle? Alors, les réponses que les auteurs anciens ont apportées à ces questions ne sont pas toujours faciles à exploiter, tant elles peuvent être conditionnées par des partis pris scientifiques qui ont privilégié sa discipline à une autre, on l'avait vu avec Libanios, des partis pris idéologiques ou tout simplement des partis pris chauvinistes de celui qui s'exprime et qui donne son avis sur l'enseignement alexandrin, sans compter que la rhétorique encomiastique a su très tôt mettre au point un canevas convenu de lieux communs à développer dans les éloges des cités, derrière lequel il est parfois difficile de repérer ce qui échappe vraiment à ces conventions. Et le regard que portent sur la question les auteurs modernes est évidemment tributaire des opinions des anciens et par là même se trouve handicapé par le côté conventionnel de ces opinions et aussi par la disparition de la très grande majorité de la production écrite de cette époque. Alors, par exemple, Ménandre le rhéteur, fin IIIe siècle, dans l'exemple qui donne d'un éloge type d'Alexandrie, dans un traité de rhétorique épédictique, met en avant la grammaire, la géométrie et la philosophie comme étant les matières phares enseignées à Alexandrie. Ammien Marcellin, au IVe siècle, dans son excursus sur cette cité, distingue parmi les arts qu'elle pratique bien la musique et l'harmonie, l'astronomie, l'arithmétique, l'astrologie et la médecine. Ce sont à peu près les mêmes disciplines que Grégoire de Nazianze retient dans l'oraison funèbre à son frère, que j'avais déjà eu l'occasion de vous citer, la géométrie, l'astronomie, l'astrologie, l'arithmétique et, nous dit-il, l'admirable médecine. Libanios, toujours au IVe, on l'a vu dans un texte que j'avais eu l'occasion de vous citer, reconnaît à l'Égypte un grand nombre de rhéteurs. La description du monde entier et des peuples, qui est un traité remontant
à Constance II, donc 337-361, ne retient que la philosophie, dont elle serait l'unique cité du monde à enseigner la variété des doctrines, nous dit-on. Grégoire de Nice, dans sa vie de Grégoire le thaumaturge, donc fin IVe, considère qu'on se précipite à Alexandrie pour y apprendre la philosophie et la médecine. Dans le dialogue que je vous ai déjà cité, qu'Aîné de Gaza, donc fin du Ve siècle, met dans la bouche d'étudiants globetrotters à la recherche des meilleures formations du monde hellénophone, eh bien, l'un d'eux considère que les meilleurs enseignants de philosophie ne sont plus à Athènes, mais à Alexandrie. Pour Fulgence, vers 500, Alexandrie est la terre de la poésie épique. La muse Calliope, nous dit-il, s'y est réfugiée. La terre de la poésie épique et aussi de la médecine. Bref, vous voyez, les avis sont multiples, mais trois disciplines reviennent plus fréquemment. La rhétorique, ainsi que la discipline qui est liée, c'est-à-dire la grammaire, dont elle constitue le couronnement dans le cursus scolaire. Donc la rhétorique, la philosophie et la médecine. Du coup, on peut se poser la question, et notre Apollon, pour revenir à lui, quelle était sa spécialité? Alors, la question est plus difficile qu'il n'y paraît. On a vu dans sa plainte qu'il se présente comme philosophe. Flavios, Apollon, Esclapidou, philosophos. Philosophos. C'est avec cette qualification que le mentionne aussi Étienne de Byzance, donc on est au VIe siècle, dans ses Ethnica, Apollon, au philosophos. Damasus a une formulation plus ambiguë dans un des fragments de sa vie d'Isidore, fragment conservé par la Souda, où il écrit qu'Apollon n'était pas un philosophe par nature, nous dit-il, ode Apollon ukento, ethos philosophos. Alors, certes, il s'agit d'un fragment dont le contexte immédiat nous échappe, c'est ça le problème avec ces fragments de la vie d'Isidore qui sont cités soit par Phocius, soit par la Souda, c'est qu'on a un bout, mais on n'a pas le contexte. Mais cette déclaration me semble n'avoir de sens que si Apollon était justement considéré comme un philosophe, ce qui, selon Damasus, ce qui n'était pas au fond de lui. Mais il s'agit là évidemment d'un jugement de valeur. Dans la vie de Sévère, en revanche, eh bien, Zacharie présente Apollon comme un grammairien. Paralios, après avoir été élevé en païen dans son pays par ses deux autres frères, partit pour Alexandrie dans le désir d'apprendre la grammaire, nous explique-t-il. Il vint donc auprès du grammairien Apollon. Celui-ci connaissait d'une façon remarquable son art et son enseignement était digne d'éloge. D'ailleurs, une scolie tardive donne Timothée de Gaza, fin 5e, début 6e, comme disciple d'Apollon. Or, Timothée était un grammairien. Mais, puisque je viens de citer Zacharie, un peu plus loin dans la vie de Sévère, pourrait donner l'impression qu'Apollon était aussi compté au nombre des philosophes, puisqu'il nous dit « Il persuada Paralios de soumettre des doutes de ce genre à Apollon, Eraïskos, Asclepiodotos, Ammonios, Isidore, et aux autres philosophes qui étaient auprès d'eux. » Alors, il est vrai que la formulation est ambiguë, mais en tout cas, à tout le moins, Apollon fréquentait des philosophes. Alors, le problème est rendu d'autant plus compliqué que le grand-père d'Apollon, qui portait le même nom que lui, comme ça se faisait souvent à cette époque, était un grammairien, ce qui évidemment a créé des confusions chez les compilateurs entre les deux, le grand-père et le petit-fils. Mais Zacharie, qui est un témoin direct, qui a connu Apollon, ne peut avoir commis ce type d'erreur. Alors, philosophe ou grammairien? S'il n'est pas impossible
qu'il est enseigné les deux disciplines simultanément ou successivement, une autre solution a été avancée par Robert Castor dans son ouvrage sur les grammairiens de l'Antiquité tardive, solution qui a été reprise par Elżbieta Zabat dans sa grande étude sur les enseignants de l'Empire romain d'Orient au 5e, 6e et 7e siècle. Horapollon serait bien un grammairien, et le terme philosophe serait utilisé dans un sens large et non technique qui n'est pas rare à cette période. En effet, et là je reprends les conclusions d'un article de Paola Prunetti consacré à l'usage du mot philosophos dans les papyrus, eh bien celui qui est défini comme philosophe semble être généralement une personne dont, même à un niveau local, on reconnaît la supériorité intellectuelle et la culture et qui, précisément pour ces raisons, s'implique souvent dans une activité d'enseignement. On comprend alors qu'Horapollon ait délibérément usé cette qualification de philosophos dans sa plainte, soit parce qu'il était considéré comme tel, soit pour se donner plus d'importance, d'autant plus que grammatikos pouvait désigner, on l'a vu, un simple professeur du secondaire. Maints professeurs de rhétorique, voire de médecine, sont aussi désignés comme philosophes. Inversement, le philosophe néoplatonicien alexandrin Jean Philopon, en 490, à peu près 574, se désignait lui-même comme grammatikos, comme le dit expressément Simplicius, ce que pouvait aussi expliquer les liens entre littérature et philosophie, tout autant que la méthode philologique que les philosophes mettaient en œuvre pour commenter les textes philosophiques et sur laquelle je reviendrai. Toujours est-il que si Horapollon était grammatikos, ce n'est évidemment pas au sens d'enseignant du secondaire, mais bien comme professeur de grammaire et de littérature au niveau supérieur. Alors, dans l'ordre du cursus, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est avant tout pour se former à la rhétorique que les étudiants viennent à Alexandrie, comme Sévère et ses deux frères envoyés par leur mère à Alexandrie pour étudier la grammaire et la rhétorique, on l'a vu, tant grecque que latine. L'importance de l'enseignement rhétorique alexandrin a été mise en doute par certains modernes, et j'ai eu l'occasion en 2005, ça a été publié 2 ans plus tard, de réhabiliter la rhétorique alexandrine, malgré le naufrage complet de la production des rhéteurs, dispensateurs de cet enseignement, qui ne concourt évidemment pas à nous donner la possibilité d'apprécier cette rhétorique alexandrine à sa juste valeur. Bien, l'importance de cette rhétorique, je vous montre là une série de noms qui nous sont attestés, qui sont attestés par les sources littéraires, de rhéteurs alexandrins, mais dont nous avons complètement perdu les œuvres. Eh bien, l'importance de cette rhétorique trouve un bon indice dans le fait que les derniers grands rhéteurs de l'Antiquité tardive ont été tous formés, au moins pour une part, à Alexandrie. C'est le cas des 3 grands rhéteurs de la cité de Gaza, qui ont occupé successivement les postes officiels de professeurs d'éloquence dans ce qu'on a appelé l'école de Gaza, bien Énée, Procope et Corycios. Alors, infiniment mieux documentée est la place d'Alexandrie dans la philosophie, couronnement des études supérieures dont les disciplines littéraires du trivium et celles scientifiques du quadrivium constituent une sorte de propédeutique. La période qui nous intéresse ici est inaugurée par une de ses plus illustres figures, en tout cas peut-être pas toujours pour de bonnes raisons, et la seule qui ait bénéficié d'une longue postérité, c'est la fameuse Hypatie, dont j'ai eu l'occasion déjà de citer le nom. Hypatie d'Alexandrie,
qui est née aux alentours de 355 et morte en 415, suivant les traces de son père Théon, elle fut mathématicienne, astronome et philosophe. Elle a composé des commentaires à Diophante, à Apollonios de Pergée, aux tables faciles de Ptolémée, qui sont tous sauf faciles d'ailleurs, textes tous perdus, et ces commentaires sont perdus, et elle est aussi à l'origine d'une édition corrigée et conservée du commentaire sur l'Almageste de son père Théon. Alors d'après Damassus, qui nous dit qu'elle expliquait Platon, Aristote et les principes des autres philosophes démotia, c'est-à-dire publiquement ou à titre officiel, elle pourrait avoir joui d'une chaire publique de philosophie, démotia, mais cette information a été ces dernières années très discutée. Vous avez dessous la bibliographie, Pierre Chuvin disait que oui, elle avait bien une chaire publique, mais Saffré était moins sûr de ce fait, et Watts, dans un ouvrage de 2006, défend l'opinion contraire. On connaît sa fin tragique que j'ai rappelée tout à l'heure, lynché par des hommes de main de l'évêque d'Alexandrie Cyrille, victime d'un conflit entre l'Église et le représentant de l'État, le préfet Oreste. Malgré les jugements négatifs de Damassus, la critique récente a réévalué à la hausse ses aptitudes scientifiques, et il est incontestable qu'elle connut une notoriété certaine. Ses cours attirent par exemple Cynésius de Cyrène, qui lui vouera toute sa vie un respect sans borne. Alors si Damassus reste très critique sur Hypatie, c'est qu'il est en règle générale très réservé sur la philosophie alexandrine en général, probablement parce qu'il reconnaît à Athènes la primauté. Or, c'est surtout avec les 5e et 6e siècles qu'Alexandrie va se distinguer dans le domaine de la philosophie, après une période de retrait qui commence après Plotin, qui est mort en 270, et qui se termine avec Hiéroclès et Ammonios, qui redonnent un nouveau souffle à la philosophie alexandrine. La longue succession des chaires néoplatoniciennes qui va de ce dernier, lui-même occupant l'ancienne chaire d'Herméas, jusqu'à Stéphane, qui, à la demande de l'empereur Héraclius, quitte Alexandrie pour Constantinople après 610, en passant par Olympiodore, Élias, David, sans compter Jean Philopon, a fait à ce point la renommée de la philosophie alexandrine qu'on me pardonnera de ne pas m'appesantir sur le sujet. Enfin, s'il est un domaine d'excellence sur lequel les anciens sont tous d'accord concernant Alexandrie, c'est assurément la médecine. Longue tradition qui remonte sans discontinuité à l'époque hellénistique. Alors certes, l'époque des Hérophiles et des Érasistrates est révolue. Après Galien, la médecine grecque ne produit plus d'œuvres nouvelles, mais rassemble, résume, compile, commente. Il est significatif que parmi les 3 auteurs des compilations médicales les plus importantes de l'Antiquité tardive, 2, Oribase et Aësus, aient fait leurs études à Alexandrie avant de poursuivre leur carrière à Constantinople, tandis que le 3e, Paul d'Égine, y a à la fois étudié et exercé. C'est en effet comme centre d'enseignement qu'Alexandrie continue à asseoir sa réputation durant cette époque. On y commente et explique un corpus canonique d'ouvrages hippocratiques et galéniques, le fameux canon alexandrin, en adaptant à la médecine, à des méthodes reprises à l'exégèse des textes philosophiques, selon laquelle les leçons quotidiennes ou praxeis, j'ai déjà eu l'occasion de citer plusieurs reprises ce terme, commençaient généralement par la lecture du texte à commenter, ce qu'on appelle en grec
Prokeimenon. Ensuite, le professeur se livrait à quelques considérations générales sur ce texte, c'est la partie qu'on appelle théoria, puis venait l'explication plus détaillée des passages principaux, en grec ekatameros exégesis ou exétasis. Ces commentaires se faisaient selon une grille de questions canoniques, ce qu'on appelle les 8 kephalaïa. 8 kephalaïa, à savoir, premièrement, le but du traité, deuxièmement, son utilité, troisièmement, son auteur, quatrièmement, son titre, cinquièmement, sa place dans l'ensemble de l'œuvre, sixièmement, sa division en parties, septièmement, le genre auquel il appartient, et huitièmement, la méthode d'exposition employée. Alors, ces commentaires étaient parfois précédés de prolégoména, une introduction générale à la discipline à laquelle appartient ce texte. Alors, cette méthode alexandrine, qui s'applique aussi bien au domaine de la rhétorique, de la philosophie, de la médecine, donne leur forme aux œuvres qui nous sont parvenues et qui se présentent comme des commentaires de texte, appelés apophones, c'est-à-dire recueillis de la bouche de tel ou tel professeur. Et pour ça, je vous renvoie évidemment à l'article fondamental sur le sujet, celui de Marcel Richard, Apophones, publié dans Byzantion en 1950. Alors, dans le domaine de la médecine, quelques exemples de ce type de commentaires sont parvenus jusqu'à nous, comme ceux de Jean d'Alexandrie, le commentaire à Épidémie 6 et Nature de l'enfant d'Hippocrate, Palladios, les commentaires aux fractures et aux Épidémie 6 d'Hippocrate, ou encore Stéphane, qui a fait un commentaire aux aphorismes, aux pronostics d'Hippocrate, mais aussi à la méthode thérapeutique de Galien. Alors, l'intérêt pour la médecine engendre des croisements qui font l'originalité de l'école alexandrine. Les philosophes s'intéressent à la médecine, comme par exemple au 6e, 7e siècle Jean Philopon, David ou Stéphane d'Alexandrie, dit le sophiste, qui enseigne à Constantinople la médecine et la philosophie. La rhétorique, la grammaire et la médecine sont eux aussi pratiquées ensemble, par exemple par Agapios ou Agapius au 5e siècle, qui, selon les mots de Damasus, possédait une culture encyclopédique, souhaitant être à la fois un chercheur et un critique en grammaire comme en rhétorique, et qui, après avoir été philosophe à Athènes et être retourné à Alexandrie, fut appelé à Constantinople, où il fonda une école de médecine réputée. Aussi, ne sera-t-on pas étonné de voir surgir dans l'Alexandrie tardive, entre le 5e et le 7e siècle, la figure du iatrosophiste, iatrosophistes. Vous voyez, c'est un terme qui est composé du mot iatros, médecin, et sophistes, sophiste. On trouve aussi, à la place de iatrosophistes, des périphrases comme ton iatron sophistes, c'est-à-dire sophistes mot à mot des médecins, ou quelquefois aussi d'études médicales. Il faut se garder d'y voir un enseignant à la fois de rhétorique et de médecine. L'élément sophistes, dans le mot iatrosophistes, désigne ici un professeur du degré supérieur qui, combiné à iatros, précise son champ disciplinaire, la médecine. Mais ce composé n'est pas innocent et renvoie probablement aussi à la communauté de méthodes qui existait entre les divers enseignants du supérieur, qu'ils soient sophistes, médecins ou philosophes. Le commentaire érudit, j'y reviens, des auteurs canoniques dont je vous ai parlé, c'est la base de cet enseignement. La médecine est ainsi une discipline qui nécessite une connaissance des textes. Et son enseignement passe par la parole, par les textes. Le iatrosophisme ne prodigue cependant pas qu'un enseignement livresque, mais en tant que praticien, forme aussi aux aspects les plus concrets de sa spécialité. Alors, le plus célèbre d'entre eux est un certain Gésios, du 5e siècle, dont le nom est très souvent, vous le voyez très souvent, orthographié avec deux S, enfin deux sigma en grec, mais en fait, la bonne forme, c'est avec un seul S. Il est originaire de Pétra. Il a suivi à Alexandrie les cours de philosophie d'Ammonios
et y enseigne plus tard la médecine. Ami du rhéteur Procope de Gaza, dont je viens de parler tout à l'heure, son paganisme lui valut d'entrer dans les miracles de Saint-Cyr et Jean, qui est une œuvre hagiographique que Sophrone de Jérusalem composa au début du 7e siècle, alors qu'il résidait à Alexandrie. Et on voit justement Gésios, quoique baptisé, continuer à se réclamer du paganisme, jusqu'à ce que, tombé gravement malade, ayant reconnu l'incapacité de la médecine, il soit guéri par les deux saints, Cyr et Jean. Et donc, quel meilleur étendard, évidemment, pour le christianisme que l'abdication par ce célèbre intellectuel de ses idéaux païens et son acceptation de l'infériorité des sciences traditionnelles par rapport à la foi. L'œuvre de Sophrone est un lointain écho des querelles entre païens et chrétiens qui sont un des traits de la vie universitaire à Alexandrie à la fin du IVe siècle et tout au long du Ve siècle, exacerbée évidemment par une certaine propension qu'auraient eue les Alexandrins, selon l'avis unanime des anciens, à s'enflammer très vite et à manifester violemment leur désaccord sur la voie publique. Ça nous rappelle quelque chose. Avec la montée du christianisme au IVe siècle, les cours de nos enseignants sont fréquentés par un public de plus en plus mélangé, où le contingent traditionnel des païens côtoie celui sans cesse croissant des chrétiens. La plupart du temps, on laissait au vestiaire ces opinions religieuses pour communier ensemble dans la science. Ainsi, les cours de la païenne Hypatie étaient-ils fréquentés, je l'ai dit, par Sidésius de Cyrène, futur évêque de Cyrène, qui, malgré leur désaccord en matière de religion, lui conserva une indéfectible admiration. Cela ne se passait pas toujours d'une façon aussi irénique. Le premier grand conflit entre les deux communautés remonte à la fin du IVe siècle et eut, semble-t-il, pour déclencheur l'édit promulgué à Milan par l'empereur Théodose Ier, interdisant les sacrifices sanglants et ordonnant la fermeture des temples. À la suite d'un édit similaire adressé à Alexandrie, eh bien, l'évêque, en 391, l'évêque d'Alexandrie, Théophile, en aurait profité aussitôt pour chercher à détruire le Sérapéum, qui est le plus important sanctuaire à cette époque de la capitale égyptienne. Il était devenu, en cette fin du IVe siècle, un centre intellectuel très lié au milieu néoplatonicien. Le philosophe Olympios, originaire de Cilicie, s'y était installé, y enseignait, nous dit Damassus, les règles de la vénération des dieux et des anciennes traditions. Il est possible que les pratiques de théurgie, devenues suspectes dans un empire qui se christianisait, aient aussi fait partie de son enseignement. D'après le témoignage de l'historien Socrate, ayant récupéré des objets cultuels découverts dans un ancien sanctuaire de Mithra, Théophile les aurait bafoués lors de parades dans les rues d'Alexandrie. Évidemment, cela suscita des émeutes chez les païens qui s'en seraient pris directement aux chrétiens et, sous le commandement d'Olympios, auraient occupé le Sérapéum en le transformant en une sorte de base offensive que sa position, comme vous voyez en hauteur, rendait plus stratégique. Les chrétiens, fanatisés par l'évêque et les militaires, font tomber cette citadelle, détruisent le Sérapéum, peut-être entre-temps déserté par les païens à la suite d'une amnistie prononcée par l'empereur. Tout cela nous vaut une très jolie miniature ancienne, tirée d'un papyrus qu'on appelle actuellement l'Alexandrian World Chronicle, qui représente l'évêque Théophile piétinant les ruines du Sérapéum. Alors là, la fin violente du Sérapéum marque assurément un tournant dans l'histoire du paganisme en Égypte, mais cet épisode est entaché d'incertitudes historiques qui font qu'on ne doit peut-être pas le considérer comme représentatif des relations entre les deux communautés qui n'ont pas été toujours aussi conflictuelles ni sanglantes.
Cela dit, bon, quelque temps après, la mort d'Hypatie, assassinée un quart de siècle plus tard par les chrétiens, est un autre de ces exemples de sanglants, de violentes tensions entre les deux communautés, mais les causes réelles, ou entre probablement des considérations plus politiques que religieuses, en sont trop mal connues. À la fin du Ve siècle, eh bien, Zacharie, justement, nous raconte les échauffourées entre étudiants chrétiens et païens durant les cours de notre Aurapollon. Alors, Aurapollon, justement, avec sa famille reconstituée grâce au papyrus qui nous a servi de point de départ, est représentatif de ce dernier paganisme des milieux intellectuels. J'ai déjà parlé de son grand-père, Aurapollon l'Ancien, qui enseigna la grammaire, son père, Asclépiade, ou Asclépiades, auquel il est fait allusion dans la plainte, et son oncle Éraïskos s'engagent dans la défense du paganisme égyptien dans une même communauté de pensée. Asclépiade fut l'auteur d'un ouvrage intitulé « Sur les antiquités d'Égypte ». Alors, on n'a pas noté d'ailleurs que dans le papyrus qui m'a servi de point de départ à ces deux cours, Aurapollon affuble son père du qualificatif de 3 fois bienheureux, tris makariotatos. On pourrait penser qu'il s'agit juste d'une façon de signifier qu'il est décédé. Certes, il était banal d'utiliser l'adjectif makariotatos, bienheureux, pour des défunts à cette époque. Mais tris makariotatos n'est jamais employé dans les papyrus. Or, il se trouve que tris makarios, ou tris makaristes, est un parfait synonyme de tris eudaimon, qui veut dire aussi 3 fois bienheureux, qui, dans l'Alexandrie du Ve siècle, semble avoir été réservé à cette grande figure du paganisme que j'ai déjà évoquée, l'iatrosophiste Gésios. C'est ainsi que l'alexandrin Stéphane le désigne dans son commentaire aux aphorismes d'Hippocrate, et probablement aussi Jean d'Alexandrie. Et aussi même, mais en détournant le mot de façon à se moquer de lui, eh bien, Sophrone l'appelle tris atlios, c'est-à-dire 3 fois malheureux. Et voyez, on saisit là tout un réseau lexical qui est tout sauf innocent et qui montre de la part d'Aurapollon, lorsqu'il emploie ce terme au sujet de son père, je pense, le désir de rapprocher son père de son célèbre contemporain et de le rattacher à ce cercle des ultimes païens. Alors, quant au frère d'Asclépiade, Éraïskos, eh bien, il participa activement à la résistance païenne au milieu d'un groupe d'étudiants auquel appartient son neveu Aurapollon. Et d'après un passage de la vie d'Isidore de Damasus, quand Éraïskos fut mort, Asclépiade se préparait à accomplir les rites usités par les prêtres, entre autres à entourer le corps de bandelettes osiriaques. Vous vous rendez compte, une momification pharaonique en plein Ve siècle. Aurapollon le Jeune, notre Aurapollon, eh bien, a poursuivi l'œuvre de son père et de son oncle. Il a été professeur à Alexandrie, on l'a vu, et il en a profité pour répandre ses idées avec tant de persuasion que cela lui aurait valu, selon le témoignage de Zacharie, le surnom de Psychapollon, c'est-à-dire celui qui perd les âmes. Alors le paganisme d'Aurapollon, qui l'amène comme son père à s'intéresser à la religion des anciens Égyptiens, pourrait expliquer qu'il ait composé un traité sur les hiéroglyphes égyptiens, les Hieroglyphica, qui nous est parvenu sous son nom et qui, jusqu'à la découverte de Champollion en 1822, resta la seule œuvre antique la seule source ancienne sur les hiéroglyphes. Mais je crois avoir démontré qu'il s'agit en fait d'un apocryphe bien plus tardif, issu du remaniement d'un traité composé au 1er siècle par Chérémon et mis sous le nom d'Aurapollon, du fait justement de son paganisme et de l'intérêt que portait sa famille à la culture pharaonique. Pour cela, je vous renvoie à un article que j'ai récemment publié dans les actes du colloque que j'avais organisé ici même au Collège de France, Aurapollon, un hiéroglyphe encore à déchiffrer, ou la question aurapollinienne.
Alors, malgré ces épisodes de violence et d'affrontements qui scandèrent le Ve siècle, eh bien, la promiscuité entre païens et chrétiens sur les bancs des auditoria fut plutôt pacifique et placée sous le sceau du respect mutuel. Cette tolérance est peut-être d'ailleurs une spécificité de l'enseignement que sut développer l'Alexandrie de l'Antiquité tardive. Elle conféra un tour d'esprit aux philosophes qui, loin d'exacerber les divergences entre les auteurs anciens qu'ils commentaient la nouvelle religion, cherchèrent au contraire à aplanir les différences et à rechercher des concordances dans l'esprit des premiers grands penseurs chrétiens alexandrins qui avaient tenté jadis de réconcilier l'héritage philosophique antique et le christianisme, comme Clément d'Alexandrie et ses successeurs à la tête du didascalé. Bon. Olympiodore, par exemple, s'était attaché à insister sur les similarités entre théologie païenne et chrétienne, en essayant de faire entrer la première dans le cadre de la seconde. Il a aussi fait une place privilégiée dans son école à des chrétiens comme Élias ou David, qui lui succéderont. Et plus tard, Stéphane, à son tour, sut réaliser une synthèse entre aristotélisme et christianisme. Cette synthèse est aussi un des traits caractéristiques de la production littéraire, notamment poétique, de l'Alexandrie du Ve siècle, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir une année prochaine. Y aurait-il donc eu une sorte d'exception alexandrine ? Il est en tout cas possible que le succès continu dont a bénéficié l'enseignement d'Alexandrie tienne à cette capacité de synthèse que, contrairement aux Athéniens, les Alexandrins ont essayé de mettre en pratique aussi bien dans le domaine des idées que dans celui des formes, dans la philosophie comme dans la littérature, et qui était propre à désamorcer ou à dépasser les antagonismes religieux. Il est vrai que la croissante institutionnalisation du christianisme, en provoquant ici et ailleurs querelles et schismes politico-théologiques, eut au fait de relativiser ces antagonismes, cette fois-ci internes à la communauté chrétienne, et qui vont empoisonner pendant des siècles l'Église et encombrer les débats d'idées et la littérature. Mais c'est là une autre histoire qui n'a plus rien à faire avec l'enseignement. Je vous remercie.